éveillés ont conscience de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. Oh, que la soirée va être fantastique puisque c'est vendredi 13 et c'est la pleine lune, Christian. Tout est de notre côté. Tout est de notre côté, en effet, ce soir. Est-ce que c'est vrai? Tantôt, je parlais avec Raphaël, puis j'avais déjà entendu que les scientifiques n'avaient jamais réussi à prouver que la pleine lune, comme on voit ce soir, avait un effet bien réel sur le comportement des êtres humains. Tu as tout à fait raison. Parce que elle avait tout à fait raison. C'est-à-dire que ça fait partie de la culture populaire, cette croyance que la lune influencerait les comportements humains, que les cheveux pousseraient plus rapidement les soirs de pleine lune. Si on coupe les cheveux, il y a toutes sortes d'histoires. Hein. Tu coupes les cheveux un soir de pleine lune, ils vont pousser plus vite, les ongles poussent plus vite. Il y a toutes sortes d'histoires qui tournent autour de la pleine lune, mais dans les faits, ces prétentions ne sont pas appuyées par aucune vérification scientifique. J'ai pas fait énormément d'études, là, Christian, mais la Lune est toujours pleine. C'est juste qu'on la voit pas toujours. Ben c'est ça, effectivement, pleine, c'est simplement parce que de la façon dont elle est positionnée par rapport à la Terre et au Soleil, toute la surface est éclairée par le Soleil. Oui. Mais bon, dans ce sens-là, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais ce qui est, parce qu'on entend souvent, les femmes vont dire, on entend souvent dans le milieu médical, il y a plus de femmes qui accouchent les soirs de pleine lune. Comment est-ce que cette histoire-là s'est-elle ancrée dans la culture populaire? Et il est possible qu'à un moment donné, une soirée très occupée dans un hôpital, 2-3 accouchements dans la soirée, puis là, une infirmière a dit ça doit être un soir de pleine lune parce qu'on a eu 3 accouchements dans la soirée. Mais personne n'est sorti à l'extérieur pour juger si c'est vrai que c'était la pleine lune. Donc, ce sont des histoires que l'on raconte, qui sont véhiculées, mais quand on regarde sur le plan de la statistique, par exemple, les accouchements dans les hôpitaux, on compare ça sur une grille avec les moments de pleine lune et on voit qu'il n'y a aucune corrélation entre plus d'accouchements ou moins d'accouchements les soirs de pleine lune. Donc, c'est pas appuyé par rien. La seule chose que l'on sait, c'est sur le plan criminel, c'est vrai qu'on observé parfois des augmentations d'activités criminelles les soirs de pleine lune. Il y a une raison à ça? Ben oui, parce que la pleine lune éclaire plus. Ouais. Donc les cambrioleurs n'auront pas besoin nécessairement d'une lampe de poche pour s'éclairer. Le skido est plus facile à voir en arrière de la maison. T'as tout compris. Donc, ici, c'est pas tant la pleine lune qui a un effet sur le comportement, mais plutôt la pleine lune qui devient qu'on va instrumentaliser pour pouvoir commettre un vol ou des activités illicites. Ce soir, le sujet de la soirée, c'est les tueurs de l'occulte. Oui, en fait, mercredi, c'était le lancement, la sortie de mon livre, Les tueurs de l'occulte en librairie. Autre bébé. Un autre bébé. Alors, au moment où on se parle, ça fait 2 jours que le livre est en librairie et on a une très, très bonne réception. Là. Donc, le public semble être au rendez-vous. Ça, ça va bien. Et tu sais ce que je trouve exceptionnel? Vas-y. Il y a des gens qui ont le livre dans leurs mains, qui l'ont pas encore ouvert parce qu'ils voulaient t'entendre sur ce livre-là ce soir. Ah, mais c'est extraordinaire. Écoute, ce soir, je l'avais annoncé il y a une semaine ou 2, on devait faire un truc, moi et Stéphane Bourgoin, que tu connais, qui est le spécialiste des tueurs en série, qui est également peut-être celui qui est le recordman des rencontres ou des interviews avec les tueurs en série. Il y en a une quantité incroyable, je pense que c'est 70 ou 80 tueurs en série que Stéphane a rencontrés, a fait des interviews avec, dont certains d'entre eux se retrouvent dans mon bouquin. Je pense notamment à Rod Farrell, un jeune qui se prenait pour un vampire puis a commis des crimes dans le but de constituer autour de lui une espèce de cheptel de gens qui adhéraient à ses convictions de vampire.
Et bon, Stéphane Bourgoin a rencontré Rod Farrell. Malheureusement, pour des raisons d'agenda, Stéphane Bourgoin actuellement est en conférence en France. Moi, j'avais toutes sortes d'activités de mon côté, donc on n'a jamais réussi à combiner nos deux agendas. Donc, malheureusement, on s'est promis de se faire quelque chose un peu plus tard cet automne ensemble. Mais donc, pour ce soir, oui, effectivement, on va parler de mon livre Les tueurs de l'occulte. Et comme dans cet ouvrage, on parle abondamment de croyances paranormales qui ont été véhiculées à l'extrême, jusqu'au point de commettre un crime, j'avais, il y a quelque temps, fait une entrevue avec notre bon ami Richard Nolan, et à un moment donné, la conversation avait dérivé, puis on s'était mis à parler des vampires et des loups-garous. Et comme ce sont deux croyances que l'on retrouve abondamment dans la culture des crimes occultes, tu te rappelles, Yannick, qu'on avait parlé l'automne dernier du vampirisme clinique avec Régis Ollery, donc les maladies qui vont amener des gens à croire qu'ils sont des vampires et qu'ils ont besoin de s'abreuver de sang pour survivre. Donc on avait abordé l'aspect du vampire clinique. Avec le docteur Jean Tison également de France, on avait abordé un cas de lycanthropie, donc une femme en clinique qui se croyait, dans le cas présent, elle se croyait transformée en panthère. Mais bon, la lycanthropie, c'est d'abord et avant tout croire qu'on est transformé en loup, mais par extension en toute autre forme d'animal. Et dans le cas de cette conversation qu'on avait eue avec le docteur Chantizon, il parlait de cette femme qui se croyait une panthère et qui, la nuit, sortait, allait dans différents quartiers de Paris. Bon, heureusement, ça ne s'est pas soldé par des assassinats, mais se comportait comme une panthère. Donc, elle visitait des lieux, arrosait, entre guillemets, les lieux pour pouvoir reconnaître son territoire. Donc, des comportements très animaux et qui constituait un peu l'image de sa perception de son environnement puisqu'elle se croyait une panthère. Avec Richard Nolan, on avait abordé davantage l'aspect du folklore, en fait, d'où viennent les mythes de vampires, comment ça s'est véhiculé. Et tu serais surpris d'apprendre, Yannick, que le vampire tel qu'on l'imagine aujourd'hui n'a pas du tout la même gueule que le vampire il y a 5 ou 6 siècles. Hein. Lorsque le phénomène des vampires s'est développé, lorsque la légende des vampires s'est développée en Europe centrale, le vampire n'avait pas du tout le même aspect que le vampire que l'on retrouve aujourd'hui. Et c'est également vrai avec le mythe du loup-garou qui a donné naissance d'ailleurs à des procès pour meurtre, parce qu'effectivement des gens sont pris pour des loups, ont assassiné des gens. D'ailleurs, dans mon ouvrage, je parle de l'un d'entre eux, Manuel Blanco Romasanta, qui est probablement le premier tueur en série d'Espagne. Ça se passe en 1850, pour te faire une histoire rapide, là, ça se passe aux alentours de 1850. Des gens sont retrouvés dans le nord de l'Espagne, des femmes, des enfants et des hommes sont retrouvés affreusement mutilés. Et là, bon, les autorités sont tellement surprises de voir ces mutilations, l'étendue des mutilations, qu'elles croient d'abord qu'il s'agit de crimes commis par des loups. Et puis éventuellement, dans un petit village, on va surprendre un certain Manuel Romasanta à vendre des vêtements qui ont appartenu à certaines des victimes. Romasanta est un curieux personnage. Hein. Il va de village en village, il fait du trafic. C'est une espèce de brocanteur, mais également dans ces régions très rurales, la plupart des gens sont illettrés. Donc, des gens sont en quelque sorte des écrivains publics. Romasanta est assez lettré, donc il va de village en village. Et là, les gens se regroupent autour de lui. Ils ont des lettres envoyées à gauche, à droite, des amis, des familles. Alors, Romasanta écrit les lettres pour eux et s'assure de les acheminer aux personnes concernées. Donc, il est un écrivain public, va de village en village, recueille comme ça, rédige les lettres pour les citoyens. Et donc, on le surprend à vendre des vêtements ayant appartenu à certaines des victimes retrouvées mutilées. Romasanta est arrêté, il est amené il est d'abord il est éventuellement accusé de meurtre. Et durant son procès, Romasanta, interrogé, va dire oui, j'ai assassiné 13 personnes. En fait, les autorités espagnoles croient qu'il en a assassiné 11, mais lui en réclame 13. Et durant son procès, il dit, en fait, oui, je reconnais que je suis l'assassin, mais ce n'est pas tout à fait moi. Hein, c'est mon alter ego qui commet ces crimes. Et là, Romasanta révèle au juge, tu vas voir, c'est une histoire qui est fascinante. Hein? Il révèle au juge qu'il est persuadé être victime d'une malédiction et que certains soirs, il se transforme en loup, va dans les bois et assassine des gens. On y va là de mutilation extrême à des actes de cannibalisme. Là. Il dévore les chairs de ses victimes. Et donc, Romasanta raconte ça au tribunal. Même à un moment donné, là, ça peut paraître presque loufoque, mais durant le procès, Romasanta va dire au juge, voilà, je sens une crise qui vient, je vais me transformer. Et là, il se met à avoir des convulsions, se jette sur le plancher, se tord à gauche et à droite, mais tu comprendras que Romasanta
reste Roma Santa, il se transforme pas. Mais il est persuadé que lui voit ses mains se transformer devant lui. Et là, il s'adresse au juge, au magistrat, en disant, vous voyez bien, je vous le disais. Et pourtant, Roma Santa reste malheureusement très humain. À l'issue du procès, Roma Santa est condamné à mort pour les assassinats qu'on lui reproche. Et au moment où il va être exécuté, en fait, dans les semaines qui découlent de avant son exécution, il faut dire que cette histoire du le loup-garou d'Alariz a alimenté énormément la presse. On en a parlé un peu partout, d'abord en Espagne, mais ensuite tout ça a débordé sur les pays voisins, et notamment en France, où la psychiatrie est naissante. Je te rappelle, on est au tournant des années 1850. Là. Donc, alors que la psychiatrie est naissante en France, des médecins, des psychologues, des psychiatres regardent ça, puis on se dit, wow, c'est tout à fait extraordinaire, cet individu qui se croit possédé par un esprit ou une malédiction quelconque qui l'amène à se transformer en loup-garou. Alors ces gens-là, crois-le ou non, vont faire pression sur le ministère de la Justice en Espagne. L'histoire va remonter jusqu'à la reine Isabella II, qui va finalement intercéder auprès du tribunal et demander à ce que la condamnation à mort de Roma Santa soit transformée en une peine de prison à perpétuité. Et donc Roma Santa sera transféré dans une prison à sécurité maximum, en fait un ancien fort converti en prison, et il va vivre là une dizaine d'années. Je crois, de mémoire, il est décédé en 1863, et durant ces années de détention, évidemment, plein de psychologues et de psychiatres sont allés voir Roma Santa, prenaient ses témoignages, et il racontait un peu ses états dans lesquels il se transformait en lycanthrope, en loup-garou. Donc on a des cas comme ça qui sont tout à fait extraordinaires, et lorsque j'avais rencontré... Et dans son cas, à lui, le médecin a dit son penchant au vice est volontaire et non forcé, le sujet n'est pas fou, ni idiot, ni monomaniaque. Il ne l'est pas devenu pendant son incarcération. Au contraire, il finit plutôt par devenir un pervers, un criminel accompli, capable de tout, calme et sans le moindre pointe de bonté, mais avec une volonté propre, liberté et en connaissance de cause. Oui, c'est la parfaite image du tueur en série. Donc c'est un type qui est tout à fait dénué de tout sentiment. C'est un psychopathe, et il y a ce volet dans lequel il va en quelque sorte justifier ses crimes par ce passage à la lycanthropie. Donc lorsque j'étais avec Richard Nolan, on s'est mis à aborder cette question des vampires, l'origine des vampires et des loups-garous, et donc j'avais cette entrevue fort intéressante, et je me suis dit, tiens, ce soir ça serait le moment idéal pour la faire entendre au public, et ensuite on pourra reprendre. Tu vas te glisser dans la peau de l'intervieweur, et je vais me livrer à ce jeu de questions et réponses, si tu le veux bien. Christian Page qui m'ordonne ma job, merci. Ouais, qui va sur les tueurs de l'occulte. Écoute, on va essayer de faire, je vais essayer de te présenter un peu l'ouvrage dans son ensemble. Et pour le bénéfice de nos éditeurs, écoute, ce soir, on va faire tirer un livre, Les tueurs de l'occulte. Et je pose tout de suite la question. Oh. Donc, les gens pourront écrire, et le premier qui aura la réponse, écoute, ça sera le gagnant du livre. La question est la suivante. Le mythe du vampire a connu un tournant important avec la publication d'un roman en 1897 signé Bram Stoker. Quel était le titre de ce roman? Oh, tu le fais facile, là. Oh, je la fais facile quand même. Okay. Je la fais facile. Donc, c'est un moment charnière qui a marqué la transformation du mythe du vampire tel qu'on le perçoit aujourd'hui dans la culture occidentale. Et tout ça nous vient principalement d'un roman publié à la fin du 19e siècle, signé par l'auteur irlandais Bram Stoker. Parfait. Et pour ce qui est des auditeurs, pour la réponse, envoyez-moi ça par texto 418-670-9098. 418-670-9098. Avant de passer au prochain sujet, qu'est-ce qui fait en sorte que les crimes à caractère occulte ont augmenté vers la fin des années 60? Est-ce que c'est parce que l'accès aux drogues un peu plus chimiques était disponible pas pire? D'abord, il faut savoir que les crimes à caractère occulte ont toujours été marqués dans la société. Ouais. On en parlait moins, mais c'est vrai qu'à la fin des années 70, début des années 80, ce phénomène-là est devenu et a pris le devant dans les médias. Est-ce qu'il y en avait plus? Parce que là, il faut faire attention. Moi, quand j'ai enquêté sur les tueurs de l'occulte, l'une de mes premières démarches a été de me rendre au FBI. Il faut savoir que le FBI a enquêté sur les crimes à caractère satanique. Donc, parce que c'est vrai que dans la culture occidentale, il y a une espèce
espèce de mélange. On utilise le mot satanique à peu près à toutes les sauces. Donc, un crime qui est commis, par exemple, lors d'un rituel voodoo devient un crime satanique, alors que dans le voodoo, il n'y a pas de mécanisme comme on en retrouve dans le satanisme. Là. Bon, un crime, par exemple, qui est commis à l'issue d'un rituel de sorcellerie, sera qualifié dans la presse souvent de crime satanique. Donc, on voit le mot satanique devient une espèce de fourre-tout dans lequel tous les meurtres à caractère occulte, bizarre, mystérieux, ésotérique deviennent un peu se logent sous cette enseigne-là de crimes sataniques. Mais c'est vrai que, puis également, il faut considérer que certains crimes auront une signature satanique, mais ne seront pas la motivation du tueur. Dans mon bouquin, je raconte l'histoire qui est souvent évoqué dans les livres sur les crimes occultes, parce que je suis pas le premier à me pencher sur ce phénomène, mais dans certains ouvrages, on retrouve un crime qui a été commis dans les années 80, au milieu des années 80, aux États-Unis, en fait, sur Long Island, à Long Island, et le tueur, ça se passait à Northport, et le tueur en question, Ricky Kayeso, donc je te place un peu le contexte. C'est un adolescent, c'est un type qui abuse énormément des drogues psychotropes, LSD, acide, bon, tout ce que tu voudras. Il est même d'ailleurs surnommé à l'école secondaire, il va devenir un décrocheur, mais il est surnommé à l'école Acid King, le roi de l'acide. Il fait un peu le trafic de narcotiques, etc. Et au fur et à mesure où il glisse dans cet univers des drogues, il devient de plus en plus paranoïaque. Il se définit lui-même comme un sataniste. Donc, il croit au diable, il fait des rituels dans sa chambre. Bon, il est absorbé par cette culture. Et puis, dans ses mécanismes de paranoïa, il en vient à croire que l'un de ses amis, un certain Gary Lowers, lui vole de la drogue. Alors là, il le confronte à quelques reprises. Écoute, je t'ai donné tant de quantité de drogue, tu me dois tant d'argent. Lowers lui répond, non, tu m'avais pas donné autant. Donc, il y a des discussions. Et souvent, ces échanges deviennent excessivement presque violents. Et puis à un moment donné, persuadé comme ça que Lowers l'a encore une fois, une énième fois volé. Les jeunes se retrouvent dans un boisé et à ce moment-là, Ricky Kayeso s'adresse à Lowers, il le confronte en lui disant « Tu me dois tant d'argent pour de la vente de la drogue. » Lowers nie encore. Kayeso se jette sur lui avec un poignard. Il y a des amis avec lui. Ces jeunes-là vont l'aider à maintenir Gary Lowers au sol. Et alors que Lowers est au sol, Ricky Kayeso va le poignarder à plusieurs reprises en lui criant « Dis que tu aimes Satan. Dis que tu aimes Satan. » Et bon, à l'issue de cette échauffourée, Lowers perd la vie. Cette histoire-là est souvent rapportée dans les ouvrages ou les médias qui parlent de crimes sataniques en disant « Ah, voici le cas de Ricky Kayeso. » Mais dans les faits, le crime de Ricky Kayeso n'avait absolument rien d'occulte. Même si Ricky Kayeso ne s'adonnait pas au satanisme, il aurait sans aucun doute poignardé quand même Gary Lowers. La raison du crime n'est pas le satanisme. La raison du crime est que Kayeso était persuadé que Gary Lowers lui volait de l'argent et de la drogue. L'aspect satanique de la chose, c'est-à-dire que lorsque Kayeso lui crie « Dis que tu aimes Satan », tu comprendras que ce n'est qu'une signature, un ajout personnel qui témoigne de sa croyance dans l'occulte, dans le diable, mais ce n'est pas la motivation pour laquelle il commet le crime. Donc, il y a ces éléments qui sont souvent très confus. Donc, d'une part, on mélange tout ce qui est occulte et mystérieux, ça devient satanique, et souvent, on va mélanger une espèce de signature personnelle d'un tueur qui va signer son crime de manière satanique, mais qui n'est pas forcément la motivation du crime. Donc, il faut apprendre un peu à décanter tout ça. Mais pourquoi? Tu as raison. C'est vrai qu'à la fin des années 70, début des années 80, ce phénomène est devenu omniprésent, cette préoccupation du satanisme, et on a vu de plus en plus de crimes à caractère satanique se produire. Il faut comprendre que l'élément déclencheur peut-être de cette folie vient de la publication d'un livre en 1980 à Victoria, sur l'île de Vancouver. Donc, cet ouvrage s'intitulait « Michelle Remembers ». Et l'auteur du livre, c'est deux auteurs, c'est Michelle Smith et Lawrence Pazder. Donc, pour te placer un peu dans le contexte, Michelle Smith est une femme de Victoria qui avait des problèmes de comportement. Et elle avait des rendez-vous, elle visitait un psychologue de Victoria, le docteur Lawrence Pazder.
Pazder. Et Pazder, il faut quand même se rappeler, là, Yannick, on est au début des années 80 et à cette époque, on croyait, c'était normal, dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie, on croyait que l'hypnose pouvait avoir un effet bénéfique pour raviver la mémoire. On sait aujourd'hui que c'est tout à fait faux, hein? Même c'est le contraire. L'hypnose va augmenter les situations dans lesquelles la personne sous hypnose risque de fantasmer, de raconter toutes sortes d'histoires. Mais à l'époque, on croyait un peu que l'hypnose était un sérum de vérité. Et ce Lawrence Pazder abonde dans ce sens-là. Il applique une technique qu'on appelle la régression hypnotique. Il est persuadé que Michelle Smith trouve la source de ses problèmes, que la source de ses problèmes remonte à sa petite enfance où elle aurait vécu quelques traumatismes. Et comme elle ne s'en rappelle pas de manière spontanée, il décide de la placer en état d'hypnose. Et là, sous hypnose, avec un langage très enfantin, Michelle Smith va se mettre à raconter que lorsqu'elle était toute petite, elle a été agressée dans une communauté satanique à laquelle participaient ses propres parents, ses grands-parents, et elle définit cette secte comme étant l'église de Satan. Ici, il faut faire attention parce qu'il y a bel et bien eu une église de Satan aux États-Unis qui était dirigée par un certain Anton LaVey, mais l'église de Satan dont parle Michelle Smith dans ses souvenirs n'a rien à voir avec l'église de Satan d'Anton LaVey. Donc, elle parle d'une petite communauté de satanistes, ses parents sont impliqués, ses grands-parents, et là on parle d'abus, tout ce que tu peux imaginer, sexuel. Elle aurait été impliquée dans des rituels dans lesquels on l'aurait forcé à boire du sang d'animal, manger des parties des organes d'animaux. Elle aurait assisté à des sacrifices d'enfants. Donc une histoire tout à fait sordide. Et ça, elle le raconte sous hypnose. Et au fur et à mesure où les séances s'écoulent comme ça, Lawrence Pazder, bien sûr, prend des notes de tout ça et éventuellement, ensemble, Lawrence Pazder et Michelle Smith vont écrire ce livre, Michelle Remember. Il faut quand même préciser ici qu'au gré de leur rencontre, ils sont passés, le couple Lawrence Pazder et Michelle Smith sont passés plus que de thérapeute et patiente. Hein. Elle a quitté son mari, lui a quitté son épouse, il a divorcé et ils se sont mariés ensemble. Donc là, bien sûr, sur le plan éthique médical, on peut sérieusement se questionner. Hein. Le psychologue qui marie sa patiente, bon, c'est quand même douteux. Néanmoins, cet ouvrage, Michelle Remembers, Michelle se souvient, publié en 1980, et devient un succès de librairie. Et à partir de ce moment-là, plein de gens aux États-Unis vont lire ce livre et ils vont faire les expériences de Michelle Smith. Ils vont dire, ah oui, je lis ça là, puis j'ai soudainement des flashbacks, j'ai soudainement le souvenir que des choses semblables ont dû se produire également dans ma vie. Et là, ils vont rencontrer des gens et inutile de dire que les fondamentalistes religieux vont vite prendre le train en marche et eux vont s'improviser, psychologues, psychiatres et hypnothérapeutes. Ils vont placer des gens en état d'hypnose et là, cette histoire-là va faire boule de neige. À travers les États-Unis, des centaines et des centaines de gens placés en état d'hypnose vont se mettre à raconter des abus entre des mains de groupes sataniques et l'histoire va faire tellement de dégâts qu'éventuellement, on va prétendre que les satanistes ont infiltré les centres de la petite enfance, les arcanes du gouvernement. Bref, ils sont partout et là, on parle d'organisations sataniques tentaculaires qui auraient des ramifications dans l'underground. En fait, les États-Unis seraient contrôlés par les satanistes. Et on parle de sacrifices d'enfants à ce moment-là à grande échelle. Et tout ça, ça fait partie de la rumeur, là. On parle de sacrifices d'enfants à grande échelle. On parle entre 15 000 et 50 000 bébés par année qui seraient sacrifiés entre les mains de groupes sataniques. Et tout ça découle de ce livre-là, là, Michelle Remembers. Pas tout, mais un des éléments, une des pierres angulaires de cette peur satanique qui va se développer aux États-Unis découle de cet ouvrage-là, Michelle Remembers, de Michelle Smith et de Lawrence Pazder. Il va falloir que le FBI intervienne là-dedans, donc en 1989, devant les allégations de rituels sataniques, de morts d'enfants, etc. On va charger un agent spécial, Kenneth Lanning, de mener son enquête pour essayer de déterminer, de faire la part du vrai et du faux dans toutes ces histoires de crimes à caractère occulte. Et c'est ce policier, cet agent spécial du FBI, qui va infiltrer les communautés soi-disant sataniques aux États-Unis. Et en 1991,
il va publier un rapport et dans son rapport, Kenneth Lanning dit les crimes à caractère satanique n'existent pas, du moins pas à l'échelle que les gens imaginent. Il n'y a pas d'organisations sataniques tentaculaires qui ont infiltré toutes les branches et toutes les sphères du gouvernement. Ça, c'est du mythe. Ces groupes-là non plus ne sont pas impliqués dans des assassinats d'enfants. De telles organisations n'existent tout simplement pas. Les crimes sataniques, ils existent. Il y a des crimes sataniques, mais les crimes sataniques ou les crimes occultes, si tu préfères, ce sont généralement des individus solitaires qui vont les commettre, ou bien ce sont des gens, des petites communautés mal organisées qui se réunissent autour d'un leader un peu déjanté. On pense immédiatement à l'affaire Charles Manson, par exemple, à des individus un peu déjantés comme ça qui vont réussir à entraîner les membres de leur secte ou de leur organisation dans des délires sataniques ou occultes et qui va les amener éventuellement à commettre des crimes. Néanmoins, le rapport de Kenneth Lanning mentionne également que les crimes à caractère satanique motivés par l'occulte ou Satan restent quand même très très rare. Généralement, les gens vont utiliser le satanisme pour justifier une situation, ça va devenir davantage une signature, ou généralement, lorsqu'ils vont s'adonner au satanisme, ils vont plutôt se limiter à renverser des pierres tombales dans des cimetières ou faire des graffitis sur des murs. C'est souvent des jeunes qui vont faire ça, mais aller jusqu'au meurtre, ça reste relativement rare. Mais tout ça, c'est vrai dans les années 80, dans la foulée de la publication du livre de Michelle Remembers et des accusations qui ont été portées. Je pense notamment, il y a eu une histoire en Californie, un centre de la petite enfance, le centre McMartin, qui avait été visé par ces accusations, qui a été d'ailleurs l'un des procès les plus coûteux de toute l'histoire des États-Unis. Des situations comme celle-là n'ont fait qu'alimenter cette croyance qu'il y avait des satanistes un peu partout et que ces gens-là s'adonnaient à toutes sortes de rituels et d'assassinats d'enfants. Et bien sûr, plus on en parle, il y a des conséquences à ça. C'est un peu comme lorsque l'on parle, les médias se mettent à parler, par exemple, de fusillade. On le voit aux États-Unis, tu parles d'une fusillade et soudainement, tu risques d'enchaîner, de déclencher 2 ou 3 fusillades parce qu'il y a des gens qui écoutent ça. Ils sont un petit peu déjantés, ils sont un petit peu instables et là, tout d'un coup, ils trouvent à travers ça une espèce d'élément qui va les amener à justifier leurs propres actes et de passer à l'action. Donc, dans une situation semblable, dans les années 80, comme on parlait beaucoup de satanistes, des gens se sont adonnés au satanisme et là, dans la foulée, les gens qui étaient les plus faibles ou les gens qui étaient les plus illuminés, évidemment, ont poussé le concept à ses limites, allant jusqu'à commettre des crimes occultes. On passe maintenant au sondage Gallup, un nouveau? Oui, donc c'est ça, le sondage Gallup. Tu as entendu parler de cette histoire de Envahissons la zone 51, dont on a beaucoup parlé cet été. D'ailleurs, un événement, je le dis tout de suite pour les gens qui nous écoutent, qui a été annulé. Donc, inutile le 20 septembre prochain de vous rendre à Rachel dans le but d'envahir la zone 51. L'événement a été annulé. Mais j'aimais le principe. Plus on est, moins ils vont nous tirer dessus. Ils vont faire, ils oseront pas nous tirer dessus. Oh. C'est un bon principe, ça. Ouais, c'est un concept, hein. Mais donc, dans la foulée de cet événement de Envahissons la zone 51, la maison de sondage américaine Gallup a décidé de faire un grand sondage auprès de la population américaine. Puis, je le mentionne, ce sont les citoyens américains, mais sur le plan des croyances, on est nous aussi un peu, je dirais, au diapason de cette culture nord-américaine. Donc, ce qui est vrai aux États-Unis, bien souvent dans le cas des croyances un peu marginales, on peut dire que le pouls des Canadiens est à peu près le même. Et dans le cas présent, donc, la maison de sondage Gallup s'est adressée aux Américains pour leur poser la question à propos des ovnis, puisque c'était un peu le sujet du jour. Et dans ce sondage, 68% des Américains, il ressort du sondage que 68% des Américains croient que le gouvernement sait plus de choses sur les ovnis qu'il ne veut bien l'admettre. Attention, quand on dit c'est plus de choses, ça veut pas nécessairement dire qu'ils croient que nous sommes visités par des extraterrestres. Mais ils disent qu'effectivement, ils croient que les autorités américaines, de façon générale, le gouvernement sait beaucoup plus de choses sur la question des ovnis qu'il ne veut bien le traduire au public. Ça, c'est pour 68% des Américains. 33% des Américains, donc c'est quand même un Américain sur 3 à peu près. Donc un Américain sur 3 croit que les ovnis sont effectivement des engins d'origine extraterrestre. 60% des Américains disent plutôt que ces phénomènes sont des trucs
mystérieux, mais qui peuvent peut-être s'expliquer de manière naturelle ou encore de manière artificielle par des activités militaires, l'utilisation de drones secrets ou ce genre de choses. Donc 60% des gens croient oui, il y a des ovnis, mais pas forcément que ce sont des engins extraterrestres. 16% des Américains reconnaissent avoir déjà vu un ovni. Donc, évidemment, leur interprétation d'ovni peut être très vague, là, une lumière qui sautille dans le ciel, mais peu importe, 16% des Américains disent « Oui, je crois avoir déjà vu un ovni ». OVNI étant objet volant non identifié. Bien sûr, bien sûr. Et si on regarde de façon plus générale, 49% des Américains croient qu'il existe dans l'univers, pas forcément qu'on ait visité, mais ils croient qu'il existe dans l'univers des formes de vie intelligentes, à tout le moins aussi intelligentes que les humains. Donc, ça c'est un Américain sur 2 qui croit ça. Et 75% des Américains, ça j'avoue que je suis un petit peu surpris par la faiblesse du nombre. 60% des Américains croient qu'il peut y avoir de la vie ailleurs, sous toutes ses formes, peu importe, bactéries ou peu importe, mais 60% des Américains croient que qu'il y a de la vie sûrement ailleurs. Et j'avoue, je suis surpris parce que 75%, j'aurais cru, moi, qu'on aurait pu passer de 85 ou 90%, surtout depuis la découverte au cours des 10-15 dernières années des exoplanètes. On en est à plusieurs milliers d'exoplanètes et chaque semaine, encore cette semaine d'ailleurs, on apprenait qu'on avait découvert de l'eau, de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une exoplanète. Donc de la vapeur d'eau laisse sous-entendre qu'il y a également de l'eau à la surface. Et de l'eau à la surface, c'est la condition première pour que des formes de vie puissent se développer, en tout le moins selon le modèle que l'on connaît, la vie basée sur le carbone, comme on la retrouve sur Terre. Donc, ça me surprend quand même de la faiblesse du nombre, mais bon, 75% des Américains croient qu'il y a de la vie ailleurs. Ce qui est assez amusant dans ce sondage, on constate que les gens qui vivent dans des États où le phénomène des ovnis est très marqué, là, par exemple, si on pense au Nouveau-Mexique avec la célèbre affaire de Roswell, ou le Nevada, où il y a cette fameuse base de la zone 51, on constate qu'il y a une légère... le nombre de gens qui croient en l'existence des ovnis est légèrement plus élevé dans ces États que, par exemple, dans le Connecticut ou le Massachusetts, des États qui sont, somme toute, moins exposés à la culture ufologique ou ovniaque. Et puis, des éléments du sondage, mais c'est le dernier élément du sondage qui vaut la peine d'être souligné, mais c'est vrai pour cette histoire sur les ovnis, mais c'est vrai également pour d'autres sondages du même genre qui avaient été faits sur les fantômes, sur les monstres et tout le reste. On constate effectivement que l'interprétation exotique, donc les ovnis sont des extraterrestres, donc l'interprétation exotique, elle est inversement proportionnelle avec le niveau d'éducation. Donc, moins les gens sont instruits, plus ils auront tendance à favoriser une explication à caractère surnaturel ou fantastique, alors que plus les gens sont éduqués, eux vont plutôt chercher une explication du côté du drone, l'utilisation militaire ou le phénomène naturel encore méconnu de la science. Le genre de statistique qui peut foutre le bordel dans une discussion. Absolument. Parce que souvent, des gens dans une conversation comme ça, là, ils vont aller vers le généraliste en disant « Ah ouais, mais moi, j'ai une formation universitaire et je crois aux ovnis. » Le rapport dit pas ça. Le rapport dit pas que les gens qui ont fait des formations universitaires ne croient pas en l'existence de visites extraterrestres. Ils disent seulement que de façon proportionnelle, il y a plus de gens moins éduqués qui vont adhérer à cette hypothèse-là que des gens qui ont des formations académiques aussi. Aurions-nous un message extraterrestre à faire entendre aux auditeurs maintenant? Oui, peut-être que oui. Oh. En fait, ce dont je veux te parler, c'est le Fast Radio Burst. Ce sont des sursauts radio rapides qu'on retrouve dans l'univers. Donc, ce phénomène, c'est une émission d'ondes électromagnétiques de très, très, très puissante qui dure quelques microsecondes et dont l'énergie dégagée, là, pour te donner une échelle de comparaison, est à peu près équivalente à l'énergie dégagée par notre Soleil en 10 000 ans. Donc, tu t'imagines la puissance de l'énergie qui est dégagée d'un seul coup dans cette explosion d'ondes électromagnétiques. Ce phénomène des Fast Radio Bursts, on va les appeler les FRB si tu veux bien, les FRB ont été découverts pour la première fois en 2007. Et là, bon, les scientifiques se sont dit, c'est peut-être le fait d'étoiles à neutrons, c'est peut-être une émission qui provient d'un trou noir ou des trucs comme ça. Et peu à peu, on s'est aperçu que ce phénomène-là était beaucoup plus répandu qu'on le croyait. On en a entendu,
au cours du mois d'août et du mois de septembre, entre le mois d'août et le mois de septembre, des astronomes chinois, par exemple, à partir du radiotélescope le FAST, qui est en fait le plus grand radiotélescope au monde, qui se trouve dans les montagnes du sud-est de la Chine. Donc, ce radiotélescope a capté pas moins d'une centaine de ces FRB, donc ces Fast Radio Burst. Donc, on constate que c'est un phénomène qui est plus répandu qu'on croyait, mais quand même qui reste excessivement mystérieux. Les scientifiques n'ont pas d'explication formelle à proposer. On sait que les signaux émis proviennent, tout le moins ceux qui ont été captés par le radiotélescope chinois, ils proviennent d'une région située à 3 milliards d'années-lumière de la Terre. Tu te rends compte? 3 milliards d'années-lumière de la Terre, ça commence à faire un bout, ça là. Mais ce qui est assez surprenant, parce que bon, jusqu'à maintenant, on écoute ces émissions radio, bon, elles sont un peu aléatoires. On ne sait pas trop d'où elles proviennent. Les scientifiques sont plutôt d'avis qu'il n'y a pas, en tout cas, ils sont à peu près unanimes à dire que ce n'est certainement pas une émission radio provenant d'une civilisation extraterrestre, mais très certainement un phénomène produit par la nature, mais par un phénomène cosmique qu'on connaît mal, peut-être une étoile à neutrons, comme j'ai mentionné, ou encore un trou noir. C'est vrai, sauf qu'il y a un peu là-dedans, disons, une exception. Et cette exception, c'est le signal 121-102. Donc, c'est très exotique comme nom, hein, tu me diras, le FRB 121-102. Et ce signal-là, pourquoi il est étrange? Parce qu'il a été capté une première fois en 2012 par le radiotélescope d'Arecibo, ça c'est sur l'île de Porto Rico. Donc on a capté ce signal-là et depuis, on l'a réentendu à plusieurs reprises. Et ce qui est surprenant de ce signal-là, ce qui en fait d'ailleurs un cas tout à fait exceptionnel, c'est qu'il se reproduit de manière cyclique. Donc il a une espèce de constance. Et ce genre de constance, on retrouve pas ça dans les phénomènes naturels. Bien sûr, il y a des pulsars, des quasars qui donnent des signaux relativement stables, de manière assez systématique, mais un signal aussi systématique que ce que le signal, le FRB 121-102, c'est quelque chose de tout à fait surprenant. Et là, bien sûr, on se demande si en tout cas, s'il y a un signal qui pourrait être d'origine extraterrestre artificielle, ben le FRB 121-102 serait un excellent candidat. Et si les gens qui nous écoutent se demandent à quoi ça peut bien ressembler, ces FRB, ben on vous fait entendre justement le signal 121-102, à quoi ça ressemble. Écoutez depuis un radiotélescope. Je vais te laisser faire la traduction, Christian. Non, mais c'est quand même assez surprenant. Donc, oui. Les gens ont peut-être en tête le souvenir de ce film Contact avec Judy Foster qui recevait des signaux, un signal radio comme ça d'origine extraterrestre et qu'on l'avait décodé, qui donnait des indications pour construire une machine qui permettait de voyager dans l'espace. Donc, ce signal, c'est le 121-102. Donc, on le reçoit de manière systématique. On a de longues heures de ce signal-là, mais pour l'instant, on ignore quelle est sa composante et on ignore aussi quelle est sa nature. Est-ce qu'il s'agit là aussi d'un phénomène naturel, mais qui pour l'instant échappe aux explications des astrophysiciens, ou est-ce qu'il s'agit d'un phénomène artificiel? Bon, encore une fois, lorsque l'on parle de phénomène artificiel, les scientifiques restent excessivement prudents. Lorsqu'ils ont posé la question à propos du FRB 121-102, ils ont répondu « C'est très improbable que ce soit d'origine extraterrestre, à tout le moins d'une civilisation extraterrestre. Mais encore une fois, très improbable ne veut pas dire impossible. Donc, il faut garder l'esprit ouvert. C'est un signal intéressant, mais c'est sûr qu'avec l'avènement des nouvelles technologies dans le domaine du spatial, que ce soit au niveau des télescopes, des radiotélescopes, tu sais que la NASA a annoncé, elle se dit optimiste que d'ici les 20 prochaines années, nous aurons très certainement en poche un signal qui ne laissera aucun doute sur sa nature extraterrestre. Donc, attendons, peut-être l'a-t-on déjà signalé, peut-être ce signal est peut-être le FRB 121-102. 20h38, courte pause, on vient. Radio X Files. Radio X. 20h45, félicitations à Marie-Ève Pelletier qui se mérite le livre Tueur de l'occulte de Christian Page, son dernier bébé qui date de 2 jours. J'espère que pour ceux qui vont se présenter dans toutes les bonnes librairies, il en restera parce qu'on me dit que ça part comme des petits pains chauds.
C'est une bonne nouvelle, ça? Ouais, pour un auteur, c'est toujours une très bonne nouvelle de savoir que ses livres sont vendus et lus, surtout. À un moment donné, tu vas être assez riche pour plus nous parler. Ah, je ne crois pas. Non. Effectivement, Marie-Ève Pelletier qui a répondu correctement à notre question, qui était le roman Dracula en 1897 par Bram Stoker. Stoker, c'était à ce moment-là, il y avait quand même un courant qui s'était développé depuis le début des années 1800 et en fait, surtout au tournant de 1820, où on avait commencé à transformer le mythe du vampire. Et Bram Stoker va récupérer un peu ce courant-là et il va introduire en fait le noble vampire par le comte Dracula. Et ça va être un moment charnière dans l'évolution du mythe du vampire dans la culture occidentale. Donc Dracula 1897, dont depuis on a refait le livre a été maintes fois réédité. On a fait de très nombreuses adaptations cinématographiques. Et j'ai vu que quelqu'un avait répondu Nosferatu. Et ça, c'est amusant parce que le Nosferatu, c'est le film de Murnau qui va être diffusé, en fait, qui va être tourné au début du 20e siècle. C'est amusant parce que le Nosferatu, c'était parce que les gens ne voulaient pas payer le droit d'auteur à la famille de Bram Stoker. Tu comprends? Donc, on prend le roman de Bram Stoker, qui est Dracula, on l'adapte au cinéma, mais évidemment, tu peux pas l'adapter au cinéma en l'appelant Dracula, parce que si tu l'appelles Dracula, tu devras éventuellement payer des redevances à la famille de Bram Stoker. Donc, on avait changé le nom pour Nosferatu, en utilisant le Nosferatu, c'était le nom du personnage, le Nosferatu, qui voulait dire le personnage, le démon de la nuit. À ce moment-là, il n'y avait pas une obligation de verser des sommes d'argent à la famille de Bram Stoker. Je me suis posé une question tantôt à savoir c'était quoi pour moi le visage d'un vampire, puis c'est Bela Lugosi. Puis je me suis dit, il doit y avoir des jeunes qui nous écoutent qui se disent, visage de vampire, c'est le gars de Twilight, là. Ça, c'est un vampire. Mais Bela Lugosi, c'était un particulier, ça. Ouais, Bela Lugosi, en fait, c'est la première incarnation de Dracula au cinéma. Là, on est rendu dans les années 30. Et Bela Lugosi était un personnage parfait pour le rôle parce que il avait de la difficulté à s'exprimer en anglais. Il parlait avec un très fort accent d'Europe centrale. Et quand Bela Lugosi parlait, évidemment, il parlait avec avec l'image qu'on s'attendait du comte Dracula, là, avec cet accent marqué, là. C'était impressionnant sa prestation dans son c'est son film, c'est ça, sur Dracula. Sur le vampire Dracula. Ouais. Voilà, alright. Donc on passe au prochain sujet, Christian. Oui, si tu me parles. Tu voulais faire un top des meilleurs films des tueurs de l'occulte? Ouais, voilà. Donc, on parlait de Dracula. Donc, tu viens de mettre la table. Hein? J'ai décidé de te présenter, Yannick, ce soir, mon top 5. Pas nécessairement dans l'ordre ou dans le désordre. Puis quand je dis mon top 5, il pourrait y en avoir d'autres. Là, parce que c'est vrai que des films qui ont exploité la thématique du tueur de l'occulte, ils sont très nombreux. Mais j'en ai choisi 5 qui ont marqué, ou bien parce qu'ils sont très différents de ce que l'on pourrait s'attendre. On se dit, ah oui, c'est vrai que vu sous cet angle-là. Alors, je te présente mon top 5, si je peux dire. Mon premier, c'est un classique que tu as sûrement vu, que probablement les auditeurs également ont vu. C'est un film de 1980 qui est The Shining. La meilleure prestation de Jack Nicholson. On écoute la bande-annonce. Et que tu vas vite. Tu vas vite. Ah, yeah. Ce site fut choisi pour son isolement et la beauté du paysage. Jacques est instituteur. Non, un ancien instituteur. Eh bien ici, ça va drôlement vous changer. 5 mois de tranquillité, c'est tout ce que je demande. Cet endroit est un si énorme labyrinthe qu'il me faudra tracer une piste de miettes de pain chaque fois que j'y entrerai. T'as vraiment envie d'aller vivre dans cet hôtel tout l'hiver? La seule chose qui peut devenir éprouvante ici au cours de l'hiver est une terrible sensation d'isolement. Une forme de claustrophobie qui se manifeste quand les gens sont enfermés ensemble. Il y a là-bas une surprise qui t'attend. Ça donne toujours des frissons, même après tant d'années.
Oui, effectivement. Et ce film de Shining, bon, il faut se rappeler que c'est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King qui a été dont le scénario et la réalisation a été confiés à Stanley Kubrick. Donc, on est dans des grandes pointures là ici. Et tu l'as mentionné, cette prestation, cette performance tout à fait extraordinaire de Jack Nicholson. L'histoire raconte là l'histoire d'un couple et d'un petit garçon qui vont s'installer dans un hôtel isolé. Et au cours de cette période d'isolation où lui, Jacques, doit écrire un roman, il devient de plus en plus possédé par un peu les phénomènes qui se sont produits sur les lieux. Et on va découvrir qu'il est en quelque sorte un peu comme une forme de réincarnation de la force du mal qui hante les lieux. Et éventuellement, tout ça va l'inciter à commettre des assassinats. Il devient un fou meurtrier. Et là, vraiment, on est dans le crime motivé par une forme de possession. Donc, The Shining, un film tout à fait extraordinaire. Et comme tu le mentionnes, peut-être l'une des meilleures, sinon la meilleure performance de Jack Nicholson. On parle maintenant d'un film de 1995. 1995, que là aussi, j'imagine, beaucoup d'auditeurs ce soir ont vu le film Seven, qui met en vedette Morgan Freeman et Johnny Depp. Non, c'est Brad Pitt. Oui, voilà, Brad Pitt. Hein, bon, j'avais un blanc. Donc c'est ça. Donc Brad Pitt et Morgan Freeman. Le film c'est un film de 1995 et c'est un film qui a été fait par David Fincher. C'est un film où le tueur, qui est joué par Kevin Spacey, reprend, en fait, il y a une espèce de délire religieux, et là, finalement, il décide d'être le bras de Dieu, et il décide de punir des gens en s'inspirant des 7 péchés capitaux qu'on retrouve dans la Bible. Donc, et là, évidemment, les crimes sont tous plus monstrueux les uns que les autres, et à la fin, il y a une espèce de twist. Ceux qui n'ont pas vu le film, on voudra pas gâcher votre plaisir en vous donnant la fin du film, mais il y a à la fin du film un retournement tout à fait inattendu, et tout ça, donc, c'est la motivation du tueur, c'est cette vision un peu occulte en s'inspirant des récits bibliques. Donc un film à voir, c'est un film, comme tu l'as mentionné, de 1995. On écoute la bande-annonce? Absolument. Est-ce que vous aimez votre travail? Les atrocités que vous voyez? Il faut se faire une carapace quelquefois. Et pour tout dire, la plupart du temps. L'inspecteur William Somerset est en fin de carrière, tandis que l'inspecteur David Mills en est à ses débuts. À présent, probablement un autre homicide. Ils sont victimes d'un jeu. Aucune empreinte, aucun témoin d'aucune sorte. C'est reparti. La seule chose que nous connaissons à son sujet, c'est qu'il est fou allié. Où le prix du péché est la mort. Il y a 7 péchés capitaux. La gourmandise. Vite, venez voir ça! L'avarice. On touche à rien. La paresse. La colère. L'orgueil. La luxure et l'envie. 7. Il y a eu 2 meurtres, il faut s'attendre à 5. On a trouvé le corps mardi matin. Je déteste cette ville. Il faut trouver qui a pu faire ça. Ce sera la définition même d'une justice efficace. Seven, un film de Brad Pitt et de Morgan Freeman. On passe maintenant à un film quand même assez récent, 2012, Christian. 2012, et ça, c'est un film dont le climat est très bizarre. Hein? C'est un film qui met en vedette Ethan Hawke et Julian Rylance. Lui, il est écrivain, il décide d'acheter, à l'insu de sa compagne, il décide d'emménager dans une maison où il y a eu une série de meurtres tout à fait monstrueux. Donc, une famille a été pendue à la branche d'un arbre derrière la maison. Donc, il croit qu'en s'imbibant du climat de la maison, il pourra faire un best-seller. Et alors que la famille emménage dans la maison, il va trouver au grenier des petites bobines en Super 8. Et ces bobines montrent une série d'assassinats tous plus monstrueux que les uns que les autres. Et à travers ces images, il voit apparaître un personnage qui semble omniprésent sur toutes les scènes de ces crimes. Un personnage qui vont nous définir un peu dans le film comme étant un esprit, un démon du nom de Bogul qui se manifeste. Et en fait, il choisit les enfants, il capture l'esprit des enfants et amène les enfants à commettre des meurtres. Ce film, c'est Sinister et on écoute la bande-annonce. Je voulais pas venir habiter ici. On pouvait plus payer les traites de la maison et l'affaire sur laquelle je travaille s'est passée près d'ici. L'histoire sera bien cette fois? Je vais écrire le meilleur livre de tous les temps. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pour descendre crémaillère.
Barbecue 1979. C'est la famille qui vivait ici. Vous croyez que c'est des meurtres en série? Je sais pas. Le premier remonte aux années 60. Le seul lien entre tous ces meurtres, c'est ce symbole. Ce dessin est associé au culte d'une divinité païenne dont le nom est Bagoul. Il enlève les enfants et dévore lentement leur âme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parte maintenant. Sinister, un film de 2012, et c'est le même producteur que Paranormal Activity puis Insidious. Voilà, donc qui fait dans le cinéma d'horreur. L'autre film que je t'amène, c'est The Believers, un film un peu plus ancien, un film de 1987. Mais c'est un film important parce qu'il faut savoir que d'ailleurs dans mon bouquin, je raconte une série de crimes qui se sont produits à la frontière du Mexique et des États-Unis. En fait, c'est un jeune étudiant américain qui est disparu du côté du Mexique à Matamoros, et cette disparition va mettre à jour éventuellement un charnier où on va découvrir qu'il y avait toute une espèce de communauté de narcotrafiquants qui s'adonnaient à des rituels sataniques. En fait, ce sont des rituels de Palo Mayombe, donc une religion syncrétique qu'on retrouve notamment sur l'île de Cuba et dans l'île de Porto Rico, donc assez omniprésente là, dans la sous-culture en Amérique centrale. Et ces gens-là s'adonnaient à des rituels où ils sacrifiaient des gens dans l'espoir, d'une part, de devenir invincibles et d'autre part, de devenir invisibles. Et quand je dis invisible, c'est invisible aux yeux des autorités. D'ailleurs, c'était assez amusant parce que quand j'ai enquêté sur cette histoire, un des policiers qui avait arrêté des frères Hernandez, parce qu'on est ici dans un clan et principalement dans une famille de narcotrafiquants, la famille Hernandez, et un des policiers qui avait procédé au raid, qui avait arrêté les frères Hernandez, il me racontait, il dit, au début, lorsqu'on a pris en chasse les frères Hernandez, ils roulaient en voiture sur un petit chemin de terre. On lui colle le train, tout phare allumé, et on leur fait signe de se ranger. Alors les frères Hernandez se rangent, et quand on arrive et on leur demande de débarquer de leur voiture, ils sont surpris parce qu'on les voit. Ils nous demandent, vous nous voyez? Oui, on vous voit. Ils croyaient réellement qu'ils étaient invisibles. C'est quand même incroyable. Ils croyaient qu'ils étaient invisibles et que les autorités ne pourraient pas les voir. Et il faut savoir qu'à l'intérieur de ce culte, donc, on présentait à satiété un film, qui est le film The Believers, et on l'utilisait un peu comme une plateforme pour essayer d'instaurer l'idée de ce culte et du sacrifice humain à travers cette production hollywoodienne. Donc, Les Envoûtés, un film de 1987. Il n'y a pas de bande-annonce française, donc on va écouter la bande-annonce en anglais, mais ça met en vedette Martin Sheen, et c'était un film qui était dirigé par John Schlesinger. More than anything else, Cal Jameson wants to leave the horror of his old life behind. Now, in his new life, he's about to discover that the real horror is just beginning. Don't you come any closer! You see what they did to that kid in there? You said he found the body of an altar with a lot of religious paraphernalia, right? A religion as old as time. One life from each of us counts. Versus an unimaginable force for evil. This ritual's being performed now. One life is all he has. Nothing can stop them. It's a power you can't imagine. Want them to know who you are? Do you? What have they done to you, Sean? I can't move. No one can help you. They got my shield, don't you get it? You looked into his eyes, and you both saw the power of the man who killed them. Jessica! They know who you are. Chris was chosen, Cal. When he found the shell, it was a sign. We want you to join us. Chris! On dirait que c'est tout le temps le même pianiste qui joue des films d'horreur. C'est vrai que ça nous rappelle un peu la trame de l'Exorciste. Hein? Dans le film de Believers, donc Martin Sheen est un veuf, hein, son épouse est décédée au début du film, il y a un fils, et là éventuellement, là, sans trop entrer dans les détails, il va être confronté à toute une série d'événements qui va l'amener à découvrir qu'il existe à New York, en fait, une communauté de gens, des bien nantis, et que pour atteindre le succès à la fois économique et social, ces gens-là sacrifient leur premier-né
et ce, pour pouvoir monter comme ça dans la hiérarchie à travers des espèces de rituels à saveur occulte. C'est vraiment très mystérieux comme film et ça fait appel à ce Palo Mayombe qui sera éventuellement récupéré par les narcotrafiquants de Matamoros pour justifier en fait leurs actions mais malheureusement cette fois dans la réalité. Donc The Believers, un film de 1987. Toujours dans les meilleurs films de tueurs de l'occulte selon Christian Page, le dernier étant un film de 2001. 2001, un film français qui s'intitule Le Pacte des loups. Écoute, on parle la bande-annonce puis je te raconte ensuite le contexte. C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres édificiennes. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. Et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout. Voici le chevalier Grégoire de Fronsac. Parle-t-on beaucoup de la bête à Paris? On en fait même des chansons. Alors qu'on devrait dire des prières. On m'a chargé d'en faire le portrait et de la naturaliser sitôt après la chasse. Son museau était allongé, ses dents ont des couteaux. Si c'était pas un loup, c'était quoi alors? Les gens sont morts. J'entends leur cri. Quel singulier personnage. C'est mon frère. Un loup enragé attaquerait n'importe qui. Aucun animal n'a des crocs de fer. Monsieur, vous vous moquez. Que sais-tu de la bête? Elle va continuer à tuer. Cette fois, nous l'aurons. Nous ne reparlerons plus jamais du Gévaudan, n'est-ce pas? Comment ne pas se souvenir de la prestation de Monica Bellucci, la belle Monica Bellucci dans ce film-là. Elle est avec son mari, hein? Bon, lui, on en parle un peu moins. Elle joue avec Vincent Cassel et elle joue une espèce d'espionne venue du Vatican. Écoute, ce film, j'ai adoré ce film parce qu'il reprend la thématique d'une énigme historique qui depuis longtemps me fascine. C'est l'histoire de la bête du Gévaudan. Donc, il faut savoir que dans l'histoire bien réelle, entre 1764 et 1767, dans cette région du Gévaudan, qui aujourd'hui est à peu près, là, on a redéfini les provinces françaises, mais aujourd'hui c'est à peu près la région de la Lozère en France. Donc durant cette période, entre 1764 et 1767, un animal inconnu qui devait ressembler à un loup d'après les paysans, parce que les paysans disaient ça ressemble à un loup, mais c'est pas un loup. Les oreilles sont pas tout à fait pareilles comme un loup. Le nez pas pareil comme un loup. Selon la description, là, c'est vraiment un loup sur les stéroïdes depuis plusieurs années. Ouais, c'est ça. Donc, un super loup. Mais bref, et c'est un animal qui... il y a toutes sortes de rumeurs qui ont circulé autour de la bête. Hein. Des gens, par exemple, ont essayé de le poignarder. Ils disaient, lorsque la bête s'est jetée sur moi, je lui ai donné un coup de couteau et j'avais l'impression qu'elle avait une cuirasse. Donc, il y a toutes sortes de trucs qui ont circulé sur la bête du Gévaudan. Il faut l'avouer, aujourd'hui encore, en 2019, on ignore avec certitude qu'est-ce que c'était que cette bête du Gévaudan. On sait qu'elle a pendant 3-4 ans, elle a semé la terreur. Elle a fait une centaine de victimes. En fait, 121 victimes dûment rapportées dans les archives. Donc, 121 victimes, surtout des femmes et des enfants, assassinées, mutilées dans cette région, dans la région de la Lozère. Et parfois, les mutilations étaient tout à fait étonnantes. Je me rappelle un compte-rendu où des paysans remontent au champ. Une jeune femme est portée disparue. Ils remontent au champ. Et là, tout d'un coup, ils aperçoivent la jeune femme assise contre un mur de pierre. Et là, le rapport mentionne, ils se sont approchés, elle était assise, elle avait un chapeau qui était penché un peu sur le devant de son visage, et quand ils l'ont secouée parce qu'ils croyaient qu'elle dormait, la tête roulée dans l'herbe. Elle avait été décapitée, et visiblement, la bête lui avait remis la tête sur les épaules, lui avait replacé son chapeau, tout ça. Ça semble un peu invraisemblable. Donc, tu vois, on a des récits comme ça qui semblent tout à fait sortis de romans de science-fiction. Et pourtant, c'est la réalité. Durant ces quelques années, cette bête mystérieuse a fait des centaines de victimes dans le Gévaudan. Donc, dans le film, Le Pacte des loups, on reprend cette énigme. Et comme on ne sait pas trop ce qu'était la bête, certains ont prétendu que c'était simplement un loup, d'autres ont prétendu que ça pouvait être une hyène qu'on avait ramenée d'Afrique, d'autres ont pensé à un lion, d'autres ont pensé à des chiens, des molosses qu'on avait habillés avec des cuirasses. Peu importe, dans le film Le Pacte des loups, on reprend l'hypothèse de l'animal avec une cuirasse, sauf que dans ce cas-là, c'est un lion, et il est gouverné par une espèce de communauté occulte qui décide de commettre des actes tout à fait abominables.
et tout ça dans le but de mettre dans une situation précaire à la fois le roi et l'Église. Donc on voit, il y a toute une espèce de ramification sectaire et la bête devient l'instrument de cette secte. Un film absolument étonnant, Le Pacte des loups, film de 2001. Donc c'était les meilleurs films des tueurs de l'occulte selon Christian Page. Voilà. On fait une courte pause et on revient. Radio X Files. Radio X. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 9h12. Ce soir, on parle des tueurs de l'occulte avec Christian Page. Et tu as réalisé une entrevue avec M. Nolan à cet effet. Effectivement, donc j'étais en pleine écriture et on s'est mis à parler de toutes sortes de trucs et éventuellement on a abordé la question des vampires et des loups-garous et on en discutait essentiellement sur le plan du folklore. Tu vas voir que Richard Nolan fait quand même quelques références aux tueurs en série lorsqu'il parle de Vlad, un personnage bien réel qui se cache un peu derrière le personnage de Dracula. Il parle également aussi de Gilles Doré, personnage que je parle aussi dans mon livre, qui peut être le tueur en série le plus monstrueux de l'histoire de l'humanité. Alors écoute, on y va sans plus tarder avec cette entrevue avec Richard D. Nolan, où on parlait du folklore et des mythes entourant les vampires et les loups-garous. Richard Nolan, vous avez écrit un ouvrage sur les vampires et les loups-garous. J'imagine qu'on ne parle pas ici de créatures qui vont littéralement se transformer, mais derrière tout ça, est-ce qu'il y a des causes bien réelles à ces mythes de loups-garous et de vampires? Alors, en fait, c'est deux histoires quand même assez différentes l'une de l'autre, puisque les vampires, déjà, ce sont des morts qui reviennent, alors que le loup-garou est un être vivant qui se transforme. Et donc ils n'ont pas du tout la même origine, donc on pourrait peut-être faire les problèmes les uns derrière les autres. Et donc, alors si on commence par les vampires, c'est une histoire ancienne, c'est une histoire qui remonte à l'Antiquité, des buveurs de sang, bon, il y en a eu toujours dans les mythologies, mais le vampire tel qu'on le connaît, tel que on se le représente, c'est une idée qui est beaucoup plus récente, qui commence dès le haut Moyen-Âge avec quelques histoires de revenants qui ont été frappés par le sceau du diable généralement et qui ne trouvent pas le sommeil définitif dans les cimetières et qui reviennent hanter les vivants en Europe occidentale, mais c'est au XVIIe siècle en Europe centrale que l'histoire du vampire va vraiment se construire avec ce qu'on appelle l'épidémie de vampirisme de Bohème-Moravie, où arrive donc d'Europe centrale des histoires racontant que il y a des endroits en Bohème et en Moravie qui sont donc c'est un peu la Tchécoslovaquie actuelle, quoi, et où il y a des revenants qui sortent de leur tombe la nuit pour mordre les gens du village d'à côté et leur prendre leur sang parce que ils en ont besoin pour survivre dans cette espèce d'état intermédiaire entre la vie et puis la véritable mort. Ça introduit aussi les manières de s'en débarrasser. Ça introduit tout un tas de choses et surtout donc ça devient une espèce de mode morbide à cette époque-là, donc dans les pays occidentaux, dans l'Europe occidentale, notamment en France. Et tout à coup, on se met à parler de cette histoire à tel point que les autorités religieuses vont finir par faire écrire par exemple par un auteur qui s'appelle Don Calmet un ouvrage contre le vampirisme. Voltaire va s'en emparer aussi. On a une espèce c'est un peu comme les histoires de zombies maintenant. Maintenant, on prend les histoires de zombies pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire on se fait peur et tout comme ça. Puis ça devient un phénomène de société quelque part. Ouais, oui. Et là, au début du XVIIe siècle, en Europe occidentale,
et encore plus donc sur place en Europe centrale, le vampire devient une espèce de monstre omniprésent. Donc les autorités religieuses et même civiles s'occupent de ça. Alors d'un côté, en Bohème-Moravie, on les poursuit, on voit des soldats qui vont ouvrir des tombes pour empêcher les morts-vivants d'en sortir. Et en Europe occidentale, donc l'Église notamment essaye de mettre le haut là. Et à la fin, disons que à la fin du XVIIIe siècle, disons à peu près au niveau de la Révolution française, le vampire semble absolument condamné. On n'en parle plus. Il est, ce qu'il y a de dire, il est enterré pour de bon. Mais il va connaître une résurrection avec la littérature, la fiction, la littérature et Lord Byron et compagnie. Là, on est au tournant aux alentours des années 1820. Là. C'était un peu l'épisode est connu. C'est d'un côté il y a Mary Shelley qui écrit Frankenstein, puisque Lord Byron, Mary Shelley et John Polidori se sont lancés un défi. Ils sont réunis à ce moment-là en Suisse, en fait, à la résidence Diodati. Oui. Et c'est Lord Byron qui lance ce défi. Nous allons passer la nuit, celui qui va écrire l'histoire la plus horrible de cette gestation. Il y a Mary Shelley va donner naissance à Frankenstein, et on sait que Polidori va créer, lui, une histoire de vampire. Oui, et donc, en fait, le seul qui fera finalement pas grand-chose, c'est Lord Byron, parce que pour le malheureux Polidori, les premières publications de sa nouvelle seront sous le nom de Lord Byron. Ouais. C'est vraiment. Et en plus, comme il va se suicider très jeune, l'affaire va mettre du temps à se décanter et à ce que le véritable auteur apparaisse. Mais Polidori donc introduit déjà quelque chose de très important. C'est l'histoire du vampire qui est en fait un noble, qui est quelqu'un de la bonne société et qui est quelqu'un qui a un pouvoir de séduction. Parce que il faut bien se dire une chose, c'est que les vampires d'avant Polidori, parce que vraiment c'est une charnière, quoi. Les vampires d'avant Polidori, donc ceux de l'épidémie par exemple de Bohème-Moravie, c'était le paysan du coin. C'était, comme avait dit un auteur, est-ce que l'oncle Boris, qui avait plus que 4 dents dans la bouche, qui sentait mauvais, qui était horrible à voir et tout comme ça, il meurt, on l'enterre et il revient, et il agresse sa nièce. Il était difficile de trouver un aspect érotique, un aspect de fascination là-dedans. C'était bestial, littéralement. Ouais. En fait, je pense que la comparaison est très bien en ce sens que le vampire de cette époque correspond bien à la vision que l'on a des zombies aujourd'hui, c'est-à-dire des paysans qui se transforment en morts-vivants. Est-ce que, après... Ils sont répugnants. Voilà, absolument. Mais l'affaire de Polidori va rebondir quelques 70 ans plus tard. Polidori, donc, introduit, mais le vampire peut être propre et se laver de temps à autre, et en plus être bien de sa personne. Ouais. Et donc l'histoire de vampires, on va en avoir un certain nombre qui vont découler de ça, avant le tournant que sera le Dracula. Il y aura par exemple Carmilla de Sheridan Le Fanu, une vingtaine d'années avant Dracula, qui va introduire un vampire avec des amours lesbiennes. C'est Carmilla. C'est une autre dimension qui va s'ajouter au vampirisme. Et donc là, on fait très très rapidement parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on arrive au tournant, c'est 1897, c'est Dracula de Bram Stoker. Et en fait, Bram Stoker va mélanger un certain nombre de choses. Il va prendre un personnage historique qui est Vlad l'Empaleur, qui est un voïvode de Roumanie, donc du XVe siècle. La Valachie, en fait. Oui, c'est un héros national, faut pas oublier, en Roumanie, bien que à côté de ça, c'était un assassin de première grandeur. C'était un authentique serial killer, puisque on a eu il avait des comportements, par exemple, en prison, qui correspondaient bien au type serial killer. C'était un personnage qui était malsain, mais c'était à côté de ça un grand guerrier, et c'est devenu, et un peu comme Gilles de Rais. Gilles de Rais, c'est ça, c'est à côté, Gilles de Rais, c'est un grand soldat, c'est le plus jeune maréchal de France de toute l'histoire de France.
c'était quelqu'un d'exceptionnel sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille et à titre privé, c'était un monstre. Voilà. Vlad l'Empaleur, c'était ça. Sauf qu'il était aussi un monstre des fois même sur le champ de bataille, quoi. Et donc Bram Stoker prend comme ça un personnage historique qui appartenait en fait qui avait une espèce de surnom, c'était Vlad Dracul. Donc il y avait le dragon et Dracul, ça devient Dracula, et il en fait un espèce de gentleman mystérieux, exotique, mais quand même finalement très victorien. Et ce personnage devient l'incarnation du vampire, c'est-à-dire le noble qui séduit dès qu'il regarde, notamment qui suit beaucoup les femmes, qui est vraiment de la prestance, qui est beau et qui est en fait l'incarnation du diable, quoi, parce qu'à côté de ça, c'est sûr que sa prestance cache des appétits monstrueux et surtout c'est que le vampire qui mord quelqu'un le transforme à son tour en vampire. Donc c'est comme une épidémie. On reprend d'ailleurs ce thème de l'épidémie qu'on trouvait déjà dans l'histoire de Bohème-Moravie, puisqu'on pensait que le vampire propageait même la peste, les maladies sur les animaux. Enfin, il y a déjà. Mais là, le vampire, il mord et il passe une espèce de virus dans le sang de ses victimes qui deviennent des vampires. Et c'est un peu comme toujours les zombies. Hein. Il y a vraiment un parallèle intéressant. D'ailleurs, on trouve dans les histoires de vampires, c'est assez amusant parce que lorsque Stoker publie son roman Dracula, il n'est pas immédiatement un succès. Il faut vraiment attendre d'abord les adaptations au théâtre et ensuite les adaptations au cinéma. Mais ça, c'était quand même très bien vendu. Oui, mais ça s'était très bien vendu. Mais le cinéma, vraiment... Ouais, et l'un des éléments intéressants dans le roman de Bram Stoker, c'est qu'il y a en filigrane cette espèce d'odeur de romantisme et en même temps d'érotisme. Hein? Voilà. Ce personnage qui entre la nuit, séduit les femmes. Et c'est amusant parce que quand on regarde le puritanisme de l'époque victorienne, je me rappelle avoir lu quelque part qu'on mettait des nappes sur les tables parce que c'était jugé indécent de voir les pattes de table à nu. Donc on voit à quel point les gens étaient puritains. Et là, soudainement, dans ce roman, on retrouve cette saveur un peu érotique qui va sans aucun doute contribuer à rendre le personnage de Dracula beaucoup plus séduisant que ne l'étaient les vampires du 15e, 16e siècle, ça c'est certain. Et puis bon, là, après, on va très vite là parce que le temps tourne. Et donc, le vampire va toujours garder ce côté séducteur, puisqu'on le voit maintenant dans la littérature de Bicklit, ce qu'on appelle par exemple. Et on a à côté du vampire, des histoires fantastiques habituelles, enfin je veux dire standards, et on a une littérature qui s'est installée, qui est une littérature de romance, d'une certaine manière vampirique, et ça marche très bien. Ça marche aussi avec des séries comme Buffy. On rejoint un public plus jeune avec des séries comme Twilight, Buffy. Voilà. Le vampire est devenu un personnage séduisant. Ce n'est plus le monstre de la nuit, c'est plus le. Twilight, c'est de la romance, c'est de l'eau de rose vampirique, quoi, littéralement, quoi. À côté de ça, le vampire reste un personnage de film d'horreur, de fiction écrite d'horreur. Il faut quand même pas perdre de vue que c'est un personnage vraiment dangereux, que c'est un personnage satanique, quoi, quelque part, et qui séduisent les jeunes filles dans leur collège n'implique pas qu'il soit devenu complètement qu'il était un peu anesthésié du côté de l'horreur pure, quoi. Et comme il va falloir quand même qu'on parle du loup-garou. Oui, parce que j'allais dire justement ce lien avec on a parlé de la série Twilight, on retrouve des vampires, mais il y a également dans la série des personnages là aussi tirés d'une espèce de littérature d'horreur qui est le lycanthrope, le loup-garou. Alors le loup-garou, donc lui, il vient aussi de l'Antiquité. En fait, le loup-garou, c'est ce qu'on appelle un métamorphe, c'est-à-dire que c'est un humain qui peut se transformer en animal ou l'inverse. Enfin bon, voilà, c'est un changement de forme et de nature quasiment. Et le loup-garou, donc apparaît les histoires vraiment de loup-garou comme on les connaît, ça apparaît au Moyen Âge et à la Renaissance. Et où il y a des gens qu'on soupçonne les nuits de pleine lune, ces gens-là se transforment en loups et commencent à tuer partout autour d'eux. Donc c'est aussi une espèce d'histoire de serial killer de l'au-delà.
Et il y a, par exemple, si on n'a pas de procès vraiment de vampires durant la Renaissance, enfin le Moyen-Âge, la Renaissance et un peu après, on a par exemple plusieurs procès de loups-garous, dont celui de Gilles Garnier, qui sont en fait des procès de gens qui se prenaient pour diverses raisons pour des loups et qui, sous cet état qu'ils pensaient avoir, commettaient des meurtres et des horreurs. Bon, certaines fois aussi, les procès étaient de pure convenance. Oui. C'était pour se débarrasser des gens, comme avec les sorcières. Ouais, ben dans le cas de Gilles Garnier, soulignons quand même qu'il a assassiné plusieurs enfants. Oui, lui, c'était un véritable assassin. Sur lesquels il s'est adonné à des actes de cannibalisme. Voilà. Et durant le procès, d'ailleurs, il a été arrêté sous le nom de lycanthrope. Hein. Il a été ouvertement associé à cet état de loup-garou. Et lui-même s'est associé au diable, puisqu'il disait que c'était un personnage qui s'est présenté comme étant le diable, qui lui avait donné donc un onguent pour se passer sur le corps et se transformer en loup pour aller chasser. Et le loup-garou, donc, lui va avoir... ça va être un peu comme le vampire, ça va se perdre. Et une fois de plus, la littérature et le cinéma fantastique vont le faire revenir à la surface. Et s'il est moins connu, quand même moins que le vampire, il est moins célèbre et moins utilisé. C'est un personnage de fond, si on peut dire, dans la mythologie fantastique et dans toutes ces représentations littéraires, bande dessinée ou cinéma, quoi. Donc le loup-garou refait partie effectivement même de la littérature de Beatlit maintenant. C'est un personnage secondaire, mais toujours présent. Lorsque l'on parle des vampires et des loups-garous, est-ce que l'on a trouvé ou est-ce qu'on connaît de manière clinique des maladies bien documentées qui pourraient permettre d'expliquer ces états, disons, un peu fantastiques? Il y a deux catégories de maladies. Il y a des maladies physiques. Donc, pour les loups-garous, c'est l'hypertrichose, c'est-à-dire des gens qui sont couverts de poils, mais vraiment comme un animal, et qui peuvent donc, à la suite de ça, se prendre pour l'animal en question. Pour les vampires, il y a la porphyrie, qui est donc une maladie à suite de laquelle on ne peut plus supporter la lumière du jour comme les vampires. On ne peut plus supporter l'odeur de l'ail, enfin, et c'est surtout une maladie dégénérative qui vous transforme en monstre. Et il y a aussi des maladies psychiques, donc que ça soit pour les loups-garous des gens qui se prennent vraiment, qui pensent vraiment se transformer en animal à l'occasion, et pour les vampires, des gens qui se mettent à penser qu'ils ne peuvent plus survivre qu'en absorbant du sang, ce qu'on appelle les hématophages. Il y a des hématophages à l'état naturel, il y a plein d'animaux comme la sangsue par exemple qui en sont, mais il y a des populations comme au Kenya qui se nourrissent du sang de leurs animaux au lieu de les abattre, ils les saignent. Mais là, c'est vraiment psychique, c'est-à-dire que ça devient une question de vie ou de mort, d'absorber du sang, alors que ça soit finalement du sang humain, du sang volé à la boucherie, du sang volé dans des banques de sang qui ont été cambriolées, ou du sang qu'on prend comme Richard Chase sur les lapins du coin, quoi, par exemple, pour se l'injecter, quoi. Richard Nolan, merci beaucoup pour cette entrevue. On parle des tueurs de l'occulte ce soir en raison du nouveau bébé de Christian qui est sorti il y a de ça 2 jours. Les tueurs de l'occulte. Christian raconte 13 histoires un peu sanglantes, on va se le dire. Oui, absolument. Est-ce que c'est des histoires auxquelles tu as été personnellement impliqué ou c'est du travail de quelqu'un d'autre que tu as récupéré pour faire un livre, Christian? Non, je ne fais pas ça. Jamais, hein? Non. T'es trop pointilleux. Oui, le genre de livre écrit en fouillant sur Wikipédia, là, non, merci. Mais le pire, c'est qu'il y en a. Il y en a oui, pas je possible sais. de ce type de livre-là. Les 13 histoires que l'on retrouve dans cet ouvrage, ce sont 13 histoires que j'ai enquêtées personnellement. Ouais. Donc, tout ça avait commencé par des séries à caractère judiciaire que j'avais fait pour Canal D. Tu en as peut-être vu certaines d'entre elles. Oui. Jeu mortel qui est devenu Les Enfants Tueurs. Donc, c'est moi qui est le créateur de ça. J'ai fait également pour Canal D la série Crime Occulte. Et donc, à travers tout ce travail de coulisses, j'ai été amené à m'intéresser à ces crimes à caractère occulte et
par ses activités professionnelles, j'ai pu rencontrer les policiers, les avocats, les procureurs qui avaient été impliqués dans ces histoires. Et le matériel que j'avais colligé à travers ça, parce que bon, quand j'ai eu accès à toutes les notes des procès, les documents des investigations, les photos des scènes de crime et tout le reste. Et tout ça a constitué là, un recueil très important d'informations. Et je me devais de mettre ça sur papier pour pouvoir le communiquer aux gens. J'ai utilisé un style très narratif, hein, donc ce sont 13 histoires où les gens les liront un peu comme on lit un roman. Là, donc on suit l'investigation policière du moment où il y a la commission des crimes jusqu'au procès. Mais tout ça est basé essentiellement sur les documents qui m'ont été remis à travers cette investigation. Donc 13 crimes dans lesquels je me suis personnellement impliqué au niveau de l'investigation. Oui, puis tu t'impliques corps et âme à chaque fois que tu fais quelque chose. D'ailleurs, je peux en témoigner avec Radio X-Files. Est-ce que quand tu parles de ces histoires-là, à un moment donné, tu t'impliques? Est-ce que le soir, quand t'es seul, tu réfléchis à ces personnages-là? Est-ce que ça te hante parfois? Ah, écoute, Yannick, je pourrais te raconter, je pourrais écrire un livre rien que sur les anecdotes. Hein. J'en ai une anecdote, par exemple, pour montrer à quel point ça peut être dérangeant. On comprend les policiers qui travaillent dans sur ce genre de crimes, qui sont confrontés là, presque chaque jour à des homicides ou des trucs comme ça. J'imagine qu'ils doivent éventuellement se faire une carapace, même si certains d'entre eux m'ont dit, on n'est jamais préparé tout à fait à ça. C'est toujours bouleversant de voir une scène de crime où des gens ont été massacrés, là. Mais dans mon cas, moi, écoute des anecdotes, des scènes de crime où des enfants avaient été assassinés. Moi, je me suis retrouvé à un moment donné avec un caméraman qui refusait de filmer des photographies. Tu sais, c'est pour te montrer à quel point ça devient choquant, là. Tu sais, donc je suis avec le procureur, on parle justement d'un crime, et dans ce crime, bien sûr, il y a eu de très nombreuses victimes, incluant des enfants. Et le procureur me donne les photographies en me disant, nous n'avons qu'un jeu de photos dans les archives, alors voici des photos, si vous voulez, vous pouvez les filmer. Et à ce moment-là, mon caméraman, un type de Montréal, Michel Meunier, me dit, écoute, il n'est pas question que moi je filme ça. Parce que Michel avait un petit bambin qui avait à peu près l'âge d'une des victimes, et voir les photos était pour lui trop choquant. Ouais. Tu vois, donc on n'arrive jamais tout à fait à être imperméable à ce genre de trucs. Mais dans le cas des crimes occultes, évidemment, il y a des trucs qui sont absolument aberrants. Mais je te dirais que dans les 13 histoires, c'est une petite anecdote par exemple, au moment où j'ai écrit le bouquin, j'ai rassemblé les chapitres et je les donnais à l'éditeur. Et le premier chapitre était sur les éventreurs de Chicago. Et il faut savoir que les éventreurs de Chicago, de toutes les histoires de crimes que j'ai couvertes, cette histoire-là est celle qui m'a donné le plus de cauchemars. Généralement, j'ai réussi assez bien à gérer ce genre de truc. Sur le moment, c'est toujours un peu choquant. Mais dans le cas des éventreurs de Chicago, là, pour situer un peu les auditeurs, on se retrouve au début des années 1980 dans le Chicago et sa banlieue. Et là, on a 4 individus qui qui forment à eux 4 une espèce de secte satanique. Ils sont dirigés par je dirais pas un gourou, mais un leader charismatique qui s'appelle Robin Getch. Et le soir, donc, ils partent comme ça à bord de leur voiture et ils se baladent dans le grand Chicago et kidnappent des femmes. Ils chassent tout azimut, hein, c'est-à-dire que généralement les tueurs en série vont choisir des victimes qui appartiennent au même groupe ethnique, le même genre de femmes, même couleur de cheveux. Dans le cas des éventreurs de Chicago, ils chassaient tous azimuts, c'est-à-dire que peu importe la nationalité, peu importe le groupe d'âge, peu importe la couleur des cheveux, ils choisissaient n'importe quelle victime. Et l'objectif premier était la torture, l'obtention d'organes génitaux, et en particulier les poitrines des femmes, qu'ils sectionnaient avec des fils d'acier pour pouvoir les utiliser par la suite dans des rituels sataniques. C'était des crimes d'une monstruosité innommable parce que au-delà de la mutilation qu'ils faisaient subir à leurs victimes, ils les torturaient de longues heures avant de se débarrasser des corps. Et quand j'ai eu les photos des scènes de crime entre les mains, j'avoue que l'affaire me semblait tellement aberrante que j'avais peine à croire que
que des gens avaient pu aller à une telle débaucherie de violence. Et pendant plusieurs jours, j'ai eu des images, des flashs de ces images-là, des scènes de crime. Et quand j'ai écrit le texte sur les éventreurs de Chicago, parce que dans l'ouvrage, on y va assez crûment. Donc, je passe pas par 4 chemins. Je décris les rituels, je décris les mutilations, comment le crime s'est déroulé. Et quand j'ai donné les textes à l'éditeur, l'éditrice, en fait, a commencé à regarder les textes. Et comme le premier des textes que je lui avais remis était celui des éventreurs de Chicago, que j'avais classé pour être le chapitre numéro 1, elle a volontairement décidé de le placer plus loin dans l'ouvrage pour pouvoir mieux préparer le lecteur avant d'arriver à ce chapitre-là. Donc, tu vois, elle a dit, bon, on va commencer par des crimes, pas nécessairement plus soft, mais où la violence est peut-être exprimée avec moins d'importance que avant d'arriver aux éventreurs de Chicago. Quoique tous les crimes sont tout à fait sordides. Mais celui des éventreurs de Chicago, je te dirais que sur ma liste, il tient à peu près le haut du pavé. C'est peut-être le crime occulte le plus monstrueux sur lequel il m'était à donner d'enquêter. On parle des tueurs de l'occulte. Ces gens-là vouent des rites à certaines personnes, des fois certaines divinités. Comment ces gens-là peuvent en venir à croire qu'ils sont les représentants sur Terre de ces gens-là? Exemple, Satan. Ouais, c'est un peu difficile de comprendre toute la mécanique ou toute la pensée de ces tueurs-là. Mais la croyance, moi, les gens me connaissent quand je parle des phénomènes paranormaux, les gens immédiatement m'associent avec les fantômes, les extraterrestres, tout ça. Bien sûr, je suis comme n'importe qui, je me pose des questions. Est-ce qu'on a été visité par des extraterrestres? Est-ce que les fantômes existent? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais au-delà de ces questions qui touchent directement le phénomène lui-même, mon premier intérêt dans les phénomènes paranormaux, c'est d'abord et avant tout son aspect sociologique ou anthropologique, si tu veux. C'est-à-dire que pourquoi les gens croient aux fantômes, pourquoi on croit aux visites extraterrestres, pourquoi est-ce que notre société a besoin de ces croyances et comment se fait-il que ces croyances perdurent malgré l'avènement de sciences rationalistes qui, dans bien des cas, apportent des explications à certains phénomènes, mais que les gens refusent de croire parce qu'on préfère entretenir l'espoir d'une vie après la mort, entretenir l'espoir que nos proches décédés sont autour de nous. Donc, on voit ici, on a une espèce de dualité entre la connaissance scientifique et l'aspect très humain, parce que c'est humain de croire que nos proches sont autour de nous, ils veillent sur nous, puis qu'il y a peut-être une vie après la mort. Mais tout ça fait partie d'un grand contexte socio-culturel des phénomènes paranormaux dans notre société. Et l'expression extrême de ces croyances, c'est bien sûr le crime occulte. Maintenant, quel est le cheminement qui va amener cet individu, par exemple, je crois aux vampires, et qui va l'amener à franchir la frontière en assassinant un tierce pour s'abreuver de son sang, parce qu'il est réellement persuadé qu'il est un vampire. Là, évidemment, on entre dans le domaine de la psychiatrie criminelle, et c'est très complexe. C'est vrai, on en a déjà parlé à l'émission, il y a des pathologies clairement identifiées. Richard Nolan a évoqué le cas de Richard Chase, qu'on avait déjà évoqué avec le docteur Hollery l'automne dernier. Donc, ce Richard Chase, dont je parle dans mon bouquin, on est dans les années 80, à la fin des années 70, pardon, ce Richard Chase, il est persuadé que son corps pourrit de l'intérieur. Donc là, ici, on est réellement dans une pathologie psychiatrique. Là. L'individu croit que son corps pourrit de l'intérieur. Alors, il a besoin de s'abreuver de sang et d'organes. Alors, au début, il trouve des lapins, des chiens et des chats dans son quartier. Il les éventre. Il se nourrit de leurs organes crus. Parfois, il prend ces organes, les met dans un mélangeur. Oui, tu as bien compris. Un mélangeur, un mixeur. Il mélange ça dans ce mixeur et ensuite il se les sert dans des grands verres mélangés avec du Coca-Cola. Et là, il boit ça et il est persuadé que c'est le seul moyen pour lui de stopper la dégradation de son organisme. Mais évidemment, tout ça n'apporte aucun bienfait et il décide éventuellement, on est à cheval là, entre 1900 à la fin des années 70 et le début des années 80, il en vient à la conclusion qu'il doit absolument tuer des humains pour pouvoir s'abreuver de leurs organes et de leur sang et il va commettre une série de meurtres dans la région de Sacramento où il va s'adonner à des actes de nécrophilie. Ici, on est en présence d'une pathologie qui est clairement identifiée.
qu'on appelle le vampirisme clinique. Et dans on utilise aussi le nom de syndrome de Renfield en référence à un personnage du roman de Dracula. Donc, ces gens en viennent à une espèce de besoin pathologique qu'ils ressentent. Ils ont besoin de s'alimenter du sang, sinon ils vont mourir. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Mais dans leur cas, il s'agit bien sûr d'une désillusion, d'une espèce d'aberration de l'esprit. C'est exactement la même chose comme dans ce cas de Manuel Romasanta, dont je t'ai parlé en début d'émission, qui lui se croyait un vampire, un loup-garou, et il avait absolument besoin de tuer des gens pour pouvoir répondre à ce besoin du loup-garou. Mais c'est pas toujours le cas, hein. Dans mon ouvrage, je parle par exemple d'un couple en Allemagne. On est en 2001, le couple Ruda, Manuel et Daniela Ruda, et ils vont commettre un crime de vampirisme. Ce sont des jeunes qui font partie du mouvement gothique. Il faut savoir que le mouvement gothique, bon, évidemment, on imagine tout de suite ces gens habillés de noir avec les femmes avec un mascara là, exagéré, le piercing, les tatouages et tout le reste. On connaît bien cette imagerie de la mode gothique. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, le gothique, le vampirisme et l'extrême droite flirtent souvent ensemble. Donc, on retrouve souvent dans ces milieux-là des gens qui, oui, croient aux vampires, oui, ils s'adonnent à l'occultisme, mais en même temps, ils flirtent avec les mouvements néo-nazis, ils flirtent avec les suprématistes blancs. Ce sont des gens qui s'alimentent tous ces groupes-là, même séparés. Hein, que l'on parle de l'extrême droite, que l'on parle des gothiques, ou qu'on parle essentiellement des gens qui s'adonnent à la culture occulte ou mystique. Souvent, ces gens-là vont s'alimenter, par exemple, à la musique heavy metal. Donc, à travers ces mouvements heavy metal, on a vu des espèces de collisions se produire et éventuellement, ces groupes se sont développer des tentacules qui ont permis aux uns et aux autres de s'alimenter. Et donc, on est en 2001, le couple Ruda, ils sont un parfait produit de cette culture gothique allemande. Ce sont des adeptes ce sont des fans de musique heavy metal. Ils s'adonnent à toutes sortes de pratiques sadomasochistes. Et ce sont bien sûr des gens qui adhèrent aux philosophies d'extrême droite, donc mouvement néo-nazi, suprématistes blancs. Et ils décident qu'ils doivent commettre un crime de vampire. Donc là, ici, on n'est pas en présent. Il y a une forme de désillusion. Là, bien sûr, ces gens-là vivent dans un univers qui n'est pas la réalité. Mais on ne peut pas ouvertement parler d'une pathologie comme une schizophrénie ou une maladie mentale. Ces gens-là sont embrigadés dans ces croyances. Et là, ils en viennent à la conviction qu'ils doivent tuer quelqu'un pour commettre une espèce de rituel sanglant, rituel vampirique. Et même à l'issue de ce rituel, ils ont l'intention de se suicider. Mais parce qu'ils auront commis ce rituel avant leur propre suicide, ils sont persuadés qu'ils renaîtront en enfer et deviendront des espèces de vampires. Donc, ils vont choisir une cible, ils vont ramener cet individu chez eux. Ils vont massacrer l'individu à coups de marteau, de coups de machette, et ensuite ils vont lui trancher la gorge, vont boire son sang. Et là, tu comprendras, c'est un peu l'histoire de deux pauvres paumés qui, après avoir commis le crime, sont assis chez eux dans le salon, et là, ils attendent que le diable se manifeste et qu'il les transforme en vampires. Mais ça ne se produit pas. Les transformations annoncées ou espérées n'arrivent pas. Et là, éventuellement, ils vont prendre la route, et les policiers et tout ça va déclencher une incroyable chasse à l'homme. Ils seront en cavale pendant une semaine avant que les policiers leur mettent le grappin dessus. Cette histoire-là va alimenter la presse internationale parce que c'est un crime monstrueux, c'est un crime de vampire, et ils seront définis comme étant les vampires de l'Allemagne. Et au moment où ils sont arrivent les mises en accusation, les Ruda se présentent à leur procès. C'est le dernier acte de leur morbide randonnée, mais ils jouent bien, hein. Même si c'est le dernier acte, lorsque Daniel Ruda arrive devant les caméras qui sont réunis, les caméramans qui sont réunis au procès, il sourit, il fait des grimaces, il a un regard un peu fou, qui rappelle un peu ces regards que jetait Charles Manson aux caméras, là. On se rappelle dans les années 60, ceux qui ont vu des images de Charles Manson, il utilisait cette technique-là un peu pour se montrer plus fou que nature devant les caméras. C'est le jeu que joue Daniel Ruda, c'est le jeu que joue aussi son épouse Manuela Ruda, et ils vont faire preuve d'une nonchalance incroyable durant le procès. Ils font des doigts d'honneur aux juges, ils font des doigts d'honneur aux parents des victimes, de la victime en particulier, et ils sourient aux caméras, ils jouent, c'est presque théâtral. Ils seront condamnés bien sûr à de lourdes peines, mais ce crime de vampirisme,
c'est essentiellement un mécanisme de croyance qui n'est pas encore la maladie mentale, mais effectivement une obsession par rapport à leurs propres croyances qui les ont fait perdre le pied ou perdre le contact avec la réalité. Est-ce que le cerveau de ces tueurs de l'occulte a été ouvert? Est-ce qu'on a découvert des choses? Exemple, je sais pas moi, des tumeurs qui poussaient, qui faisaient en sorte que ces gens-là embarquaient dans des épisodes de rage. Est-ce que c'est déjà arrivé dans un des 13 cas que tu nous présentes dans ton livre? Pas du tout. Non. En fait, dans les pour ce qui est du tueur de l'occulte, on le dit bien, le tueur de l'occulte, c'est un crime qui est commis sur une motivation occulte. Oui. Et là, la motivation relève essentiellement d'un mécanisme de croyance. Pour ce qui est maintenant des tueurs, est-ce que des tueurs on présente des pathologies cérébrales différentes des autres individus? Il y a toutes sortes d'études qui ont été faites là-dessus. Il semblerait que oui, c'est-à-dire que la mécanique cérébrale ou la mécanique intellectuelle des tueurs en série n'est pas forcément la même mécanique que monsieur et madame tout le monde. D'abord, il y a cet état pathologique là du psychopathe. Donc, le psychopathe n'a pas, en dehors de d'une préoccupation qui est purement la sienne, il n'a absolument aucun sentiment, aucun lien, aucune empathie pour les gens autour de lui. Et cette absence d'empathie, c'est ce qui fait que l'individu est sociopathe. Ce n'est pas une mécanique qu'on retrouve chez tout le monde. Il faut faire quand même attention. Il y a des gens qui sont des sociopathes ou qui sont qui réussissent parfaitement à vivre en société sans commettre des crimes. Donc tous les sociopathes ne sont pas des tueurs en série, mais en revanche tous les tueurs en série sont des sociopathes. Non, donc, mais il y a des tueurs en série puis il y a des politiciens. Au niveau de l'enfance, c'est une question qui revient souvent ce soir. Au niveau de l'enfance de ces tueurs de l'occulte, est-ce que tu as exploré leur enfance? Est-ce qu'il y a une corrélation à faire? Ouais, l'enfance de ces tueurs est évoquée et généralement les tueurs en série, entendons-nous, la plupart d'entre eux proviennent tous de familles un peu dysfonctionnelles, éclatées. Donc, ils ont à peu près tous un même parcours de l'enfance. Mais en revanche, ils sont pas forcément des jeunes sortis d'abus comme on en retrouve dans bien des cas avec les tueurs en série. Ce sont des individus qui bien souvent ont suivi des parcours qui sont inhabituels, mais la croyance et les croyances occultes, les croyances absolues sont venues un peu tempérer le manque, les carences que d'autres tueurs en série ont connues dans leur enfance. Donc, c'est difficile d'avoir un portrait type. On peut avoir un portrait type des tueurs en série, mais pas un portrait type avec les tueurs de l'occulte. Les tueurs de l'occulte sont des gens qui d'abord et avant tout se sont laissés entraîner dans des croyances qui sont tout à fait exotiques et marginales, et ils sont plus que laissés entraîner, ils se sont laissés littéralement absorber dans ces croyances. Christian, t'as bien fait ça, t'as pas trop parlé, c'est bon. Bon, c'est excellent. Tueurs de l'occulte, c'est maintenant disponible depuis 2 jours dans toutes les bonnes librairies. Est-ce que c'est possible de se le procurer sur ton site web à toi, christianpage.ca? Pas sur mon site web, mais je sais qu'il existe des versions également électroniques qui sont disponibles soit par l'éditeur ou chez les libraires. Christian, je te souhaite de passer un beau week-end, puis moi je retourne avec mon échelle et mon chat. Bon, c'est vendredi 13. Oui, vendredi 13, donc évite les superstitions comme ça. Là. On sait jamais. On sait jamais. Bon week-end. Non. OK, toi aussi. On se rejoint vendredi prochain. Ciao. Radio X Files. Radio X.